Bienvenue dans Enlève ta casquette, le podcast qui parle d'identité dans le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nabil Berti. Après plus de 10 ans dans le monde des médias, tu es aujourd'hui Digital Media Director chez Publicis Media Luxe. Je sais aussi que tu es très engagé sur les sujets de diversité. Tu as notamment été dans le classement Top 35 Under 35 décerné par Positive et le journal Les Échos. Nabil, bienvenue. Merci Karim pour l'invitation. Bonjour à tous et ravi de pouvoir échanger sur mon parcours et les sujets d'identité. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. On a plein de choses à se raconter. J'étais très content que tu viennes. Tu as un profil qui est très intéressant pour moi. Donc, on va essayer de creuser un peu ton enfance, ton parcours, ce que tu as fait pour arriver du coup à qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Qui était Nabil plus petit? Alors, qui était Nabil plus petit? Moi, je viens d'une cité minière dans le nord-est de la France qui s'appelle Fars, pas très loin de Metz. Donc j'ai grandi dans une cité qui est un peu hybride, qui a pas la même, on va dire, photographie que les cités ou les banlieues parisiennes ou même lyonnaises. On est un peu entre le bitume et les champs. Okay. Et donc c'est un peu particulier. Et on parlera aussi un peu d'accès à la culture qui était un peu plus difficile quand tu es en province. Et donc c'est un vrai sujet aussi de ne pas auto-centrer les sujets autour uniquement des banlieues parisiennes. C'est un grand pan, mais il y a tout le reste de la France aussi, et il y a des quartiers aussi, dans le nord-est, en province, exactement. Donc, qui était le Nabil plus petit? Grande famille? Un frère. Un frère, ok. Un frère. Après, j'avais aussi ma tante qui était là, du coup avec ma mère et mon père, et donc d'origine algérienne. Okay. Donc mes parents sont arrivés en France. Ils se sont rencontrés à Paris. Après, ils sont partis dans le nord-est de la France. Et petit. Et ça peut être paradoxal, j'étais plutôt réservé, plutôt dans l'observation, plutôt dans l'écoute. Et c'est vraiment après, au fil de mon parcours, où je me suis un peu plus libéré, mais plutôt un jeune réservé, mais un jeune dans les quartiers avec les opportunités, les difficultés que j'ai pu rencontrer moi dans ma vie, notamment sur mon parcours scolaire. Peut-être qu'on pourra revenir aussi sur la notion de reproduction sociale et du parcours aussi que j'ai pu reproduire par rapport à mon frère. Mais plutôt un jeune, très orienté foot, city. T'avais un job de rêve ou pas quand t'étais plus jeune? Quand j'étais petit, je me disais peut-être footballeur, un peu le classique. Le classique porté football. sur Zinedine Zidane, tu vois, Zizou. T'étais sportif? Ouais, je joue au foot pas mal en club et après sportif par nature. Et aussi très porté par les séries, par le cinéma, un peu un enfant de la télé. Petite anecdote avec mon frère, du coup. Bon, je devrais pas le dire, mais on n'avait pas accès. Les vidéoclubs, c'était cher et tout. Ouais. Donc, on faisait un peu notre vidéoclub à notre sauce et on était un peu le référent dans le quartier pour aller dénicher un peu les films et les séries pas mal, tu vois. Donc, très porté par les films d'action, Jackie Chan, etc. Cool. Donc, du coup, tu faisais dans le quartier tout petit, j'allais dire petit trafic. Peut-être pas trafic, mais en gros. Non, mais après, c'est un peu référent culturel, entre guillemets, sur le cinéma. Donc. Tes parents, à l'époque, ils avaient déjà une vision de ce qu'ils voulaient que tu fasses dans la vie? Enfin, ils avaient déjà des idées. Souvent, les parents, ils impulsent un peu des trucs. Ça a été le cas pour toi? Non, pas vraiment. C'est être bon à l'école. Donc, après, il y a quand même une rigueur à la maison. Et ils surveillaient ça un peu? Genre les notes et tout? Je dirais pas qu'ils surveillaient, mais quand même, tu vois, ils faisaient attention, tu vois. Donc après, on a fait quelques bêtises, pour avoir quelques coups de fil du collège ou du lycée, mais un peu élément perturbateur, mais pas trop quand même. Donc, tu vois, je sais pas si maintenant on parle un peu à la mode de TDAH, etc. Mais des fois, tu vois, je pouvais aussi avoir de l'inattention. Et des fois, je partais, toi, dans mon monde et pas mal dans l'observation et dans la réflexion. Mais, tu vois, en mode j'intériorise. Et donc là où j'apprends et j'ai appris au fil de mon expérience à un peu extérioriser, mais par nature, je suis plutôt réservé. Après, quand il faut faire un peu le cinéma, faire l'acteur, je suis dans un métier, tu vois, du digital, des médias. Et donc, des fois, il faut se mettre en scène. C'est un peu aussi une pièce de théâtre quand on va aller voir des clients. Mais tu vois, j'ai appris aussi à me découvrir au fur et à mesure que j'ai pu évoluer dans mon parcours scolaire. Et notamment une grosse étape quand j'ai fini le lycée. Et après, quand je suis aussi arrivé dans le monde du travail. Justement, t'en parles gentiment. T'as fait un parcours très général. Donc, t'es arrivé au lycée et tout. Du coup, t'as fait un parcours général? Non, c'est-à-dire mon frère, il avait fait STT. STT, ok. Sciences et technologies. Ouais, tertiaire. Ça s'appelle STG. Ok. Et à la base, moi, j'ai fait le collège. Je savais pas quoi faire.
Et donc, après, voilà, je ne veux pas généraliser, mais j'ai un peu conseillère de désorientation, m'a dit, ton frère, il fait quoi? Fais comme ton frère. Ah ouais, ok. Donc, on ne se prend pas trop la tête. Donc voilà, et donc mon frère, il a fait cet été. Je dis, bon, je vais faire comme mon frère, tu vois, c'est aussi un exemple. Donc, j'ai intégré le lycée Blaise Pascal à Forbach. Okay. Donc, après, dans des conditions qui n'étaient pas cool, parce que, tu vois, le lycée, il y avait de l'amiante. Moi, j'ai fait des cours dans des bacs à l'eau, donc j'ai fait toute ma scolarité lycée dans des conditions qui étaient pas top. Après, j'ai eu la chance d'avoir des super professeurs. Pas tous, mais j'ai eu 2-3, on va dire, professeurs qui étaient quand même intéressants, notamment sur l'histoire, la géographie. Mais donc voilà, dans des conditions qui sont moyennes, on va dire. Et donc, j'ai pu aussi bénéficier d'un programme qui était d'égalité des chances par rapport à Sciences Po Paris, du coup, qui avait mis en place des conventions qui s'appelaient ZEP, Zone d'éducation prioritaire. Maintenant, ça s'appelle la REP, des réseaux d'éducation prioritaire. Et je pense qu'on pourra aussi revenir sur la terminologie parce que ça nous enferme. Ça nous met des étiquettes, tu vois. C'est un peu une connotation négative. Et moi, j'essaye un peu de casser ça en disant, en fait, c'est pas des ZEP, c'est des ZTI, c'est des zones de talent incroyables, en fait. Et la sémantique, elle est hyper importante parce que tout petit, on lui dit, tu es dans les quartiers, tu vas rester dans les quartiers. Les gens des quartiers, ils sortent très peu dans leur quartier. On leur met tout dans le quartier pour qu'ils restent que dans le quartier. Et donc, c'est comment aussi on va aller vers de nouveaux horizons. Et c'est là où je te dis, quand tu es en province, dans des cités, c'est un peu plus complexe parce que la culture, tu n'y as pas accès aussi facilement. Et c'est pas comme aujourd'hui où tu as Internet. À l'époque, c'était médiathèque. Et encore, il fallait avoir une médiathèque, tu vois, dans son quartier. C'était pas souvent le cas. Donc, au final, encore plus enfermé quand tu es en province, quoi. Bah, totalement. En tout cas, à l'époque, tu vois. Donc, c'était encore le début d'Internet avec le modem qui faisait des bruits bizarres. Des fois, ça ne se connectait pas bien, etc. Mais c'est un vrai sujet de l'accès à la culture et après des référentiels sur lesquels on pourra revenir. Où tu pouvais, moi, au fur et à mesure où j'ai évolué dans mon parcours, certains complexes où après, je me suis déculpabilisé par rapport à ça parce que on n'a pas à avoir de complexe, tu vois. On parle de culture avec un grand C, de culture dominante. Moi, je parle des cultures, en fait. Elles ne se soustraient pas, mais elles s'additionnent. Et il faut qu'on arrête d'être dans l'opposition, même s'il faut avoir une base, connaître l'histoire, c'est toujours bien et agréable. Mais en fait, il ne faut pas s'enfermer que dans ça pour se dire j'ai envie d'être accepté par exemple, des personnes, par exemple, qui ne veulent même pas t'accepter tout court. Donc déjà, apprendre à s'accepter soi-même avec ses références. Pour du coup après tu vois s'épanouir et évoluer dans la vie tout court. Mais tu vois pour prendre aussi une autre anecdote, du coup moi j'étais le seul, j'étais un des premiers STG à rentrer à Sciences Po et à la base moi j'étais même pas du tout au courant de ce programme. Donc j'ai discuté avec une camarade qui était un cran au-dessus, a été en première je crois ou en terminale. Et donc discuter sur les messageries, à l'époque c'était AOL, etc. Et donc on discute. Retour ça nostalgie. à l'ancienne. Donc l'époque j'allais dire MSN et tout. MSN avec les Wiz, etc. où tu faisais les tic-tac-toe là, c'était bien, c'était une belle époque. Mais nostalgie de cette époque. Hein, il y a pas mal de référentiels par rapport à cette époque, mais ouais c'est marrant. Mais en tout cas. En tout cas, tu vois, c'est elle qui m'en a parlé. C'est même pas les profs, les référents pédagogiques qui se disent, en fait, peut-être qu'il y a des personnalités ou des personnes intéressantes dans la voie professionnelle ou tu vois, ou même en BEP, pourquoi pas, tu vois, sur la voie pro, qu'on dénigre aussi pas mal, mais qu'on accompagne aussi pas de la bonne manière. Et donc déjà, je me dis, pourquoi moi je suis pas au courant. Après, elle me dit, mais en fait, pourquoi tu le tentes pas, tu vois. Et je me suis battu, et grâce à ma mère, qui a insisté pour que je puisse participer à ce programme parce qu'à la base, c'était réservé, en tout cas dans mon lycée, qu'aux S, EL ou S. Donc déjà, même quand tu as des programmes dits d'égalité des chances, c'est pas pour tout le monde. En fait, c'est même pas pour tout le monde, en fait. Et donc, toi, c'est déjà première claque. Et voilà, et à la fin... Tu te rends compte déjà à l'époque de ça? Ouais. Tu te rends compte. Du coup, tu te bats pour l'avoir, mais déjà à l'époque, tout le tu temps. te dis, c'est pas juste. Mais en fait, tu es dans une lutte incessante. Déjà, une lutte de quête d'identité, mais au fur et à mesure. Et après, il y a un livre aussi que j'ai pas mal aimé, qui est Un jour, je suis devenu arabe, qui est assez intéressant. Et c'est dire à quel moment où j'ai compris que j'étais arabe. En tout cas, que j'étais franco-algérien. Parce que je suis français, je suis algérien.
C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. J'ai une double culture. Pour moi, c'est pas une double peine, c'est une double chance, tu vois, d'avoir cette double culture franco-algérienne, même si là, le contexte actuel fait que les relations sont un peu, compliquées. Ouais. Mais on pourra aussi revenir par rapport à ça, parce que ça a un impact. Nabil, il veut revenir surtout, on va faire un épisode de 4 heures, mine de rien, mais je pense je parle beaucoup. N'hésite pas à me... Je vais guider, t'inquiète. En tout cas, voilà, ma mère, elle a fait le forcing pour... Et tu dis déjà, c'est une lutte incessante, il faut que tu ailles chercher. Tu vois, la pomme, elle tombe pas du pommier toute seule. En tout cas, pour certaines personnes. Et pour d'autres, le parcours sont un peu plus facile. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même ce besoin de toujours dire, mais en fait, je peux le faire, tu vois. Donc, il y avait un peu ce truc de, je décroche, et en plus, j'étais le seul. Donc, le seul d'origine maghrébine. Non, le seul déjà STG. Le seul STG, donc pas en voie générale. Non, mais de cette année-là, du lycée, j'étais le seul pris. Donc c'est un peu une revanche, tu vois. Bien sûr. Une revanche en disant, en fait, proposer le programme à tout le monde, en fait. Et moi, je me bats, et des fois, je suis retourné il y a 3-4 ans, en disant, le programme, il est proposé à qui? Et j'ai vu, ça a changé la direction, et ils sont retombés dans les mêmes travers. Et donc, se dire, en fait, il faut en parler à tout le monde, parce que en fait, si tu sais pas, tu postules pas. Il y a un vrai sujet d'information et je pense que c'est le nerf de la guerre, tu vois. Donc du coup, tu fais cette promo, donc tu rentres à Sciences Po. Ouais. Donc là, du coup, tu es baigné. Tu sens déjà que tu es un peu à part. Déjà, la promo, elle est intégrée de manière... elle est bien intégrée avec tout le monde. Tu sens que tu es à part dans la promo à Sciences Po. Oui, tu sens que tu es à part. Tu te prends une claque sociale, une claque culturelle. Tu te prends une bonne claque. C'est pas une claque. Qu'est-ce que tu ressens à l'époque ? Tu dis en fait dans quel bourbier je me suis embarqué, est-ce que je suis vraiment à ma place, tu vois? Parce que t'arrives et les premiers jours c'est directement exposé. Toi t'as pas l'habitude de faire des exposés et ça va te parler de l'histoire de France, ça te parle des Girondins, des montagnards, tu dis c'est quoi ce bordel, c'est des montagnards, les gens qui vont à la montagne? Non, c'est l'histoire de la France et tu découvres des référentiels. En fait, des références que tu n'as pas. Et en fait, tu te dis, mais en fait, je ne suis pas à ma place. Comment je vais faire? Et directement, on te met dans le bain. Donc après, fort heureusement, il y avait quand même des mentors, des tuteurs qui pouvaient t'accompagner, mais ça ne suffisait pas. Donc le premier semestre, il a été très dur. Parce que, déjà, tu as un déracinement. Tu sors de ton quartier, tu n'as plus tes potes, tu te retrouves dans une cité universitaire. Bon, après, heureusement que j'avais d'autres personnes comme moi, mais qui venaient des 4 coins de la France. Et du coup, j'avais un ami du coup, très très fort qui venait des Minguettes, du coup, Vénissieux, banlieue lyonnaise. Donc, j'ai une super anecdote à raconter par rapport à ça, par rapport à une de tes questions. Mais du coup, non, tu te prends une bonne claque. Tu te dis dans quel bourbier tu t'es embarqué. Et il m'a fallu un semestre où du coup, j'ai lu. Ça m'a fait chier. Mais il fallait, et pour me remettre à la page, pour me remettre à niveau et avoir la base de référence minimale. Que tout le monde a. Minimale. C'est-à-dire, même pas, c'est-à-dire, tu prends, toi, on parle de capital social, culturel, économique, là je te recite du Bourdieu, mais c'est une réalité. Et quand tu arrives à Sciences Po, et en plus le premier cours, c'est vous êtes l'élite de la France, qu'est-ce que tu me racontes? Tu t'es... Quand tu arrives du coup dans ce cadre-là, toi, c'est pas du tout ta vibe, c'est pas du tout d'où tu viens et tout, tu essayes de t'adapter, tu essaies un peu de te fondre dans le truc, tu restes toi. Comment tu te souviens un peu de ça ou pas du tout? Ouais, si. Au début, je suis comme dans l'observation. Ouais, donc on recule, en fait, on regarde. Je suis quand même un animal social. Ouais. En tout cas, je l'ai découvert par la suite, mais je parle avec les gens, mais au tout début, je suis quand même dans une phase d'observation. Et donc, tu vois, on a un peu avec nos pairs, des personnes qui nous ressemblent, parce qu'on est en sécurité par rapport à ça. Et au fur et à mesure du parcours scolaire, en tout cas à Sciences Po, j'ai fait les 5 ans vraiment rue Saint-Guillaume. T'apprends à t'ouvrir, à discuter avec d'autres gens. Mais même, tu vois, dans les codes culturels, dans la manière de parler, de présenter les choses, même de t'habiller, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, déjà, après, il y avait certaines personnes qui venaient du programme et je leur jette pas la pierre parce qu'il y avait quand même ce truc de quête d'identité, de se fondre dans la masse, et certaines qui, du coup, non, ils acceptent, ils gardent leur code culturel, vestimentaire et tout ce que tu veux. Et moi, une des premières questions qui m'avait un peu choqué, on l'a aussi beaucoup eu, c'est comment tu es rentré à Sciences Po? Ouais. Donc déjà, on suppose que tu es rentré par une voie qui est pas... et que tu as pris la place. Tu vois, ton podcast s'appelle Prends ta place. Enlève ta casquette. On enlève ta casquette. Et donc, on dit, mais en fait, tu as pris la place de mon frère, tu as pris la place de... on te dit ça? On te le fait comprendre. Ouais, ok.
Parce que quand tu dis oui, tu viens de ZEP, tout de suite, tu sens quand même un regard qui est un peu différent. Oui, c'est une voix qui n'est pas qualitative. Toi, tu as eu un accès un peu plus facile. Alors que non. Tu dois faire un dossier de presse. Donc, déjà, moi, j'avais choisi un sujet qui n'était pas facile, mais j'avais une stratégie de me démarquer en disant, je sais que tout le monde va prendre tel ou tel sujet. Moi, j'avais pris le suicide en France. Donc, déjà, tu fais un premier sujet au sein de ton lycée. Et après, tu vas à Sciences Po et tu as c'est une sorte d'entretien de personnalité. Et donc, tu es avec des chefs d'entreprise, tu es avec des profs, etc. Et on essaie de te déstabiliser, comprendre un peu qui tu es. Et on te pose un peu des questions qui sont un peu tricky, tu vois. Et moi, j'ai eu une question qui était un peu, est-ce que Rachida Dati, c'est pas l'arabe de service, tu vois? Et comment tu réagis par rapport à ça? Et on voit un peu comment tu réagis, tu vois. Donc, non, l'entretien, il est différent. La voix est différente. Mais tu as mérité c'est pas plus facile, tu vois. Donc, ma place, je l'ai méritée et je l'ai compris, tu vois, au fur et à mesure. En disant quoi, j'ai eu mon master, tu vois. Donc, j'ai mérité. C'est pas un problème de compétence, c'est un problème de moyens. Bon, du coup, tu fais ta scolarité à Sciences Po. Je sens que tu as beaucoup évolué à Sciences Po. Tu disais que du coup, même les habits, etc., tu as changé de style, du coup, en arrivant à Sciences Po. Au fur et à mesure, parce que j'aime bien la mode, etc. Ça tu vois, t'es très looké. Ouais, on essaie. Pour ceux qui nous regardent, les copains, Nabil, toujours on essaie. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je rigole. Mais en tout cas, ouais, j'ai évolué, mais au fur et à mesure, tu vois. C'est-à-dire, je me suis pas travesti. Tu t'es pas effacé toi, mais... Non, en fait, t'évolues, tu changes pas. Moi, t'évolues. C'est aussi les références culturelles. Tu découvres d'autres univers. Tu vois, moi, à la mode, c'est au fur et à mesure. Hein, même si, merci maman, on était bien lookés. Même petit, tu vois. Ma mère faisait attention qu'on soit bien lookés, etc. Après, j'étais quand même dans la vibe jog, Lacoste, TN, tout ce que tu veux. Ça, du coup, ça non, part. En fait, pas tout de suite. C'est-à-dire, même à Sciences Po, moi, j'avais pas de problème à aller en jog Lacoste. Et du coup, pour revenir un peu à l'anecdote et donc se dire ne pas s'effacer, ne pas se travestir et embrasser tous les codes culturels, c'est en deuxième année, du coup avec mon pote Zakaria, je vais le citer, on avait un exposé à faire. Donc là, on devait le faire à deux, c'était sur un cours de philo et on s'est dit on va les choquer. On va les choquer, mais comment on va les choquer? C'est-à-dire, on a fait une pièce de théâtre. On a fait une pièce de théâtre en mode Aristote, philosophique, etc. Mais on l'a fait en jog Lacoste. Toi, pour casser un peu les codes et se dire, mais en fait, on va pousser le trait et en même temps, tu vois, tu as un décalage toi, t'as un truc, il y a un truc qui cloche, tu vois. Et donc, au final, tu vois, en plus, le prof, il dormait à tous les exposés. À la fin, tu l'as réveillé. On les a tous réveillés. Et à la fin, on se fait applaudir, tu vois. C'est de se dire aussi, après, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut renforcer des clichés ou pas, mais c'est de se dire, moi, j'ai pas voulu m'effacer, j'ai pas voulu me travestir, mais au fur et à mesure des rencontres, des nouveaux référentiels, en fait, t'évolues, toi, forcément, tu grandis. Mais moi, j'ai pas changé du tout, toi. Qu'est-ce qui fait, du coup, on a dit plus jeune, tu voulais être footballeur et tout, tu finis à Sciences Po, du coup, parcours qui est quand même canon, tu as fait du coup des belles études. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je veux me lancer dans les médias? Ça arrive par hasard? Non, ça n'arrive pas par hasard. C'est aussi le fruit d'une rencontre. Déjà, ce qui était aussi intéressant dans le programme de Sciences Po, c'est que la troisième année, tu pars à l'étranger. Et ça aussi, moi, ça a été un sas de respiration. Parce qu'en fait, tu vas découvrir une autre culture. Donc, je suis parti à New York. J'ai fait. C'était ta première fois? C'était ma première fois. Donc, et en plus, moi, je débarque, t'as rien, t'as pas de logement. J'arrive au Auberge de jeunesse. J'avais décroché du coup un stage au service culturel de l'ambassade de France, au service de l'éducation. Et c'était pas aussi anodin, tu vois. Et ça m'a aussi aidé et du coup pas mal challengé dans ma réflexion ou en se disant aussi quel impact tu vas avoir par rapport à ton parcours. Mais ça, c'était hyper intéressant parce que du coup, tu participais à du coup le rayonnement de la culture française. Savoir que la France, c'est le seul pays à avoir un service culturel rattaché à l'ambassade, parce que l'ambassade, elle est à Washington. Après, tu as les consulats, mais il y a quand même une grosse communauté française à New York. Et ça, pour moi, ça a été hyper intéressant parce que du coup, j'ai découvert déjà un autre monde. J'ai fait le choix d'aller à Harlem. C'était vraiment un choix. Je voulais vraiment aller à Harlem parce que tu parlais de références un peu historiques. Moi, c'est aussi par rapport à Malcolm X. Donc voilà, je pense qu'on a tous vu le film. Et moi, j'ai aussi découvert son histoire. Je suis allé à la mosquée, par exemple, qui s'appelle Malcolm X Al-Shabazz, qui était vraiment pas très loin. Donc c'était vraiment un choix d'aller. Je vais aller à Harlem, moi. Je vais pas aller à New York ou aller à Brooklyn. Je vais aussi, tu vois, aller me confronter un peu à des personnes qui peuvent me ressembler, en tout cas qui ont aussi des problématiques qui pensent se rattacher aux problématiques qu'on peut avoir en France, même si c'est différent. Mais c'était un choix aussi d'aller dans ces quartiers-là et de découvrir une nouvelle culture. Donc je suis venu aussi avec un autre bagage, avec un autre mindset, en disant il y a des problématiques qui sont différentes, une autre manière aussi de voir les choses, parce que le mindset il est totalement différent aux États-Unis. Donc ça déjà pour moi ça a été bénéfique dans la manière de se dire en fait ouvrir les chakras.
Et après, comment j'ai atterri dans les médias? Donc moi déjà, depuis tout petit, j'étais intéressé par la psychologie, le marketing, comprendre l'humain, le consommateur. Même dans les séries, j'aimais bien un peu les séries de fiction, type à la Mentaliste, etc. Et par exemple, une de mes séries préférées, c'est à l'époque quand j'étais petit, mais c'est plus dans la réflexion, c'était Columbo, tu vois. Ok. Toi, tu te dis, en fait, le mec, il sait. Mais des fois, je sais des choses. Des fois, tu joues un peu à l'imbécile. Mais en fait, tu as un train, t'as un train d'avance sur les gens. Et donc, tu joues un peu de ça. Et donc, j'aimais bien un peu les séries psychologiques. Et une des séries aussi qui m'a marqué, c'est Mad Men. Que j'ai beaucoup aimé. Et comment j'ai atterri, en tout cas dans le marketing digital, c'est qu'en 4e année, j'avais une prof. Et j'étais bon dans son cours. Et elle m'a dit, mais en fait, tu devrais faire une césure. C'est-à-dire, c'est bien la théorie. En fait, fais une césure entre ton M1 et ton M2, fais une expérience professionnelle. Moi, j'ai mon mari qui monte sa start-up. Et du coup, si tu veux, je peux lui passer ton profil. Et donc, j'ai fait une césure. Donc, ça a été hyper intéressant parce que c'était le début du marketing sur le mobile. Tu avais le magasin, l'Apple Store qui venait de sortir, etc. Donc, tu découvrais du coup un nouvel écosystème. Donc, ça a été hyper intéressant. Et donc, je me suis dit, ouais, en fait, là, il y a peut-être une place à prendre. Et donc, j'ai fait cette césure. Après, j'ai terminé mon M2, j'ai fait mon grand oral, j'ai été diplômé. Et après, j'ai basculé sur une startup du coup qui était dans le marketing mobile. Fun fact, ça dirait 6 mois l'expérience. On va à Berlin. C'était une boîte allemande qui avait ouvert son bureau en France. On va à Berlin, on fait l'onboarding là-bas. Le lundi, on rentre, vous êtes viré. Mais non. C'est sympa le début, tu vois, de premier CDI. Sympa. Je sais pas pour des raisons qui leur appartiennent, tu vois, mais peut-être qu'ils se disent que la France n'était pas le bon marché. Donc après, j'ai fait une autre. Donc tu démarres, mais t'arrêtes presque immédiatement. Ouais. Tu dis, putain, ouais. Ça démarre bien. Ça démarre très très bien, tu vois. Mais tu rebondis, tu vois. Et donc, toi, justement, par rapport à Sciences Po, et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert par la suite, et c'est vraiment un conseil que j'ai envie de donner aux personnes qui nous écoutent, c'est l'importance du réseau. Et moi, je l'ai compris très très tard. C'est en finissant Sciences Po que j'ai compris que construire son réseau était hyper important. Et tu vois, j'avais des personnes, des fils et des filles d'eux, des personnes qui viennent d'une société un peu plus aisée. Je crois que dans ma promo, tu vois, par exemple, tu avais l'ancien Premier ministre de la France qui est Gabriel Attal. Tu te dis, en fait, tu as des personnes avec qui tu pouvais aussi nouer des contacts dans l'entrepreneuriat, dans tous les trucs. J'ai compris trop tard. Donc après, j'ai rattrapé. Mais j'ai compris trop tard. Et donc, c'est aussi, toi, quand nous, on fait des stages de 3e, qu'on essaye un peu de donner des conseils, c'est de se dire, ça vous coûte rien de prendre le contact de la personne, même sur LinkedIn, et de plus tard envoyer un message. Mais toi, il y a quand même un décalage et même une faiblesse, j'ai envie de te dire, entre des personnes qui sont déjà habituées à faire du réseau et des personnes qui ne sont pas habituées. Et ça change la donne parce que des fois, il y a des métiers, des postes, des opportunités, t'es pas au courant. Elles sont pas publiées sur LinkedIn, c'est du bouche à oreille, c'est de la recommandation. Et donc, c'est hyper important. Bon, les copains, écoutez bien ma ville, surtout. En plus, on rentre dans mes sujets, LinkedIn et tout. Développez votre réseau et le plus tôt possible. C'est clair que ça fait vraiment la différence. Tu t'insères du coup dans le monde des médias après toutes tes aventures. Là, déjà, tu as appris beaucoup de choses, je pense, et sur toi, et sur le marché, etc. Je pense que du coup, tu t'es déjà construit un truc. Donc, tu arrives du coup juste derrière dans une boîte, toujours dans les médias. Toujours dans les médias. Là, ça y est, tu prends le chemin des médias. Ouais, c'est-à-dire, allez, on va continuer dans ça. En plus, ça m'intéresse. Je suis très porté, médias, créa, donc le monde de l'entertainment. Donc, je me dis, c'est hyper intéressant. En plus, c'était, on va dire, le digital était en croissance. C'était tout le début. En tout cas, c'est-à-dire, il y avait une opportunité. Et donc, c'était aussi un peu facile de prendre sa place justement dans le digital parce que au fur et à mesure, on a grandi avec ça. Et c'est un peu plus facile de nous pour décoder ce milieu-là et accompagner les marques. Tu vois. Dans tout ce que tu racontes, j'ai l'impression que t'as pas vraiment ou peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as pas tant que ça le syndrome de l'imposteur. Très vite, en fait, tu prends tes marques, tu t'adaptes, j'ai l'impression que t'es très caméléon, que tu t'adaptes vite. Quand t'arrives en entreprise, t'as ce syndrome de l'imposteur? Genre, tu viens de province, tu viens de loin, t'es pas forcément fils d'eux, fille d'eux, ce que tu veux. En fait, ça dépend dans les échelons que tu vas gravir, tu vois. C'est-à-dire, j'ai commencé par 2 startups et après, je suis rentré dans 2 grands groupes de communication. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est-à-dire, toi, tu es dans une équipe qui est très réduite, avec des gens qui te ressemblent, qui sont un peu dans le même mindset. Et donc, c'est un peu facile de prendre sa place et tu n'as pas forcément le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, effectivement, caméléon social, c'est là où je dis je peux naviguer d'un milieu par rapport à un autre. Mais c'est vraiment quand je suis rentré dans un grand groupe et que j'ai gravi les échelons, entre guillemets, où tu peux sentir qu'il y a un certain entrisme.
et que des fois... Là, c'est plus dur. C'est plus dur. Ouais. C'est plus dur parce que c'est pas les mêmes référentiels, tu n'as plus forcément des personnes qui te ressemblent, même si dans le digital, tu dis oui, il y a de la diversité, mais après, au fur et à mesure que tu gravis les échelons, en fait, tu as moins de mixité, tu vois. Et donc, c'est comment tu arrives à justement asseoir ta place, ta légitimité au fur et à mesure que tu prends des postes à enjeu et responsabilité. Tu le ressens, toi, du coup, ce syndrome de l'imposteur, en vrai, ou pas? Ça dépend. C'est-à-dire, je suis décomplexé par rapport à moi-même et je sais que je suis légitime dans mon poste. Je sais que je suis, que j'ai les skills hard et soft, et c'est hyper important de travailler les deux. Donc, les hard skills, pour juste définir peut-être pour les personnes qui ne savent pas, donc c'est vraiment les compétences métiers, là où le soft, ça va être un peu, tu vois, le savoir-être, l'intelligence émotionnelle, la capacité d'écoute, la capacité de réaction, tu vois, comment se comporter, etc. Et donc ça, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était aussi hyper important, et même, j'ai envie de dire, maintenant, c'est même peut-être prioritaire par rapport aux hard skills. Et donc tout l'enjeu, c'est peut-être trouver le bon équilibre, mais par moment, oui, dans certains meetings, certaines instances, tu peux te poser la question de en fait comment ton discours il peut être perçu, même dans ta manière d'exprimer. Moi, je suis assez cash. Toi, la langue de Molière, je la maîtrise, mais j'aime aussi bien la tordre, la langue de Molière, et me l'approprier différemment. Et donc, il y a peut-être aussi ce truc où des fois, je casse les codes par volonté, ou même des fois, c'est tellement ancré en moi, tu peux dire des fois, en fait, la personne qui va réceptionner ton message en face, est-ce qu'elle est armée pour réceptionner ce message, tu vois. Donc du coup, bon, j'ai l'impression que du coup, tu as gravi les échelons vite, rapidement, tu as pris du temps pour pouvoir monter et tout. Dans les médias, c'est pareil, je pense que c'est pas si simple en vrai, parce que tout le monde a envie de bosser. C'est quand même un secteur, les copains, qui est très demandé, c'est très sexy. Du coup, tu avais du monde, tu devais avoir de la concurrence. Ça a été facile pour toi de monter les échelons? C'est-à-dire, quand je suis parti, par exemple, j'ai fait 2 startups, après j'ai été dans un autre grand groupe de communication. Donc, je suis rapidement devenir manager. Même dans les startups, j'étais tout de suite manager. Tu vois. Donc déjà, ça te responsabilise, et donc c'est plus facile après de bifurquer même quand tu vas dans des grands groupes, parce que tu as déjà cette casquette. Voilà, tu as déjà cette casquette, tu as des compétences que tout le monde n'a pas forcément. Donc, tu gravis premier, deuxième échelon. Après, je ne vais pas te mentir, il y a quand même un plafond de verre à un moment. Donc, tu mets beaucoup d'énergie déjà à péter le premier plafond de verre, c'est-à-dire le syndrome d'illégitimité que tu peux avoir quand tu es petit, aller dans une grande école. Déjà, tu pètes ce premier plafond de verre, ça t'a demandé beaucoup d'énergie et de charge mentale. Après, tu arrives dans d'autres milieux où les codes sont aussi pas les mêmes. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois dans l'observation. Et donc, ça m'a demandé beaucoup d'énergie pour péter le deuxième plafond de verre. Là, je te cache pas qu'après un moment, il y a un plafond en béton armé là maintenant. Mais parce que, il n'y a plus beaucoup de place. C'est-à-dire, en fait, plus tu montes, moins il y a de place. Logique. Donc, il y a un sujet d'opportunité et de timing. Et après, il y a un sujet aussi, et c'est là où l'ensemble des boîtes, notamment les grands groupes, si on parle des grands groupes, où c'est peut-être un peu problématique, tu vois. Et j'ai dit, on va parler français, tu vois. Plus tu montes quand même, moins il y a de mixité. Et pour moi, il y a de gens comme nous. Voilà, exactement. Et donc, il y a quand même un sujet de représentation de la société. Et pour moi, c'est un des challenges prioritaires qui doit être adressé, parce que sinon, en fait, on n'arrivera pas à passer à la seconde étape. Tu t'en rends compte quand de ça? Parce que là, regarde, t'as quel âge, Nabil? 35. 35, on a quasiment le même âge. Moi, j'ai 33 ans. Moi, j'ai fait des choses différentes, mais je me souviens qu'assez tôt, c'est assez tôt, je trouve, de notre point de vue à nous. Moi, je me rends compte assez vite. Tu te rends compte rapidement aussi, toi, que plus tu montes, moins il y a de gens comme nous, moins il y a de gens qui nous ressemblent. Et que c'est là, en fait, où presque c'est pas que tu dois changer forcément, mais... Non, mais où tout se joue, en réalité. C'est des instances de pouvoir, et c'est aussi un peu dans comment tu challenges les modèles d'organisation et même de prise de décision. C'est très descendant, tu vois. Et en fait, dans une société, et même dans la démocratie tout court, si on prend la démocratie, en fait, il faut impliquer l'ensemble des strates d'une société pour prendre les bonnes décisions. Si tu fais pas le bon diagnostic, si tu es sur des je pense, et en fait, tu n'es pas sur un travail de terrain, tu n'impliques pas les personnes de chaque métier, par exemple, ou de chaque compétence, en fait, tu ne peux pas faire le bon diagnostic, et tu ne peux pas guérir en fait, la société. Et il faut aussi qu'on se décomplexe, on en discutait en off, et il faut dire les choses, c'est-à-dire des fois, on a aussi peur d'employer certains termes.
Par exemple, quand on prend le mot blanc. Il l'a dit, ouais, attention. Je l'ai dit, mais je vais le redire. Il l'a dit. Et tu vois, le blanc, c'est une couleur. C'est-à-dire dans ce côté un peu universaliste, tout le monde est pareil, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Non, c'est faux, on va pas partir du même endroit. Il y a quand même ce sujet, tu vois, de l'égalité des chances, ligne d'arrivée. Pour moi, l'égalité des chances, ça n'existe pas. Par contre, qu'est-ce qu'on met en place pour mettre un peu plus d'équité ? Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Encore une fois, compétences, capital social, culturel et économique, on ne part pas de la même ligne de départ et on n'a pas les mêmes moyens pour arriver sur la ligne d'arrivée. Et encore faut-il définir qu'est-ce qu'est la ligne d'arrivée. Et casser, c'est quoi la réussite, tu vois. Ou, parce qu'on veut nous imposer une définition un peu stricte de et réussir, c'est ça. Alors que monter sa boulangerie, pour moi, toi, c'est réussir. Avoir sa propre boîte. Si une personne, elle trouve son équilibre pro-perso dans un métier et dans différents métiers et qu'elle est épanouie et qu'elle est alignée sur elle-même, c'est ça, moi, la réussite. Pour toi, c'est déjà réussir. C'est être aligné avec soi, avec ses valeurs, trouver son équilibre et arrêter de nous imposer des modèles de réussite. Pour ça, moi, j'aime pas rôle modèle. Je préfère parler de rôle d'inspiration parce que tu vois, le parcours, il est propre à chacun. Par contre, on peut inspirer, on peut impacter. Tu prends ma trajectoire, c'est juste impossible de reproduire ma trajectoire et c'est impossible de reproduire ta trajectoire. Par contre, il y a peut-être des référentiels, des déclics, des moments qui font que la personne elle peut aussi se projeter et de se dire en fait, ok, par rapport à cette situation, il a réagi comme ça, je vais peut-être prendre des conseils et casser un peu la méritocratie. Encore une fois, c'est ces notions, tu vois, la méritocratie, ça n'existe pas. Toi, tu avais des modèles plus jeunes d'ailleurs ? Ouais, t'avais des gens qui étaient autour de toi, ils disaient putain, c'est quand même ce qu'ils ont fait, moi aussi j'aimerais bien faire la même. Déjà, mon père et ma mère. Premier rôle modèle, c'est la base parce que du coup, ils sont tués à la tâche pour nous permettre, toi, ces première, deuxième, troisième génération qui sont arrivés en France, qui ont construit aussi la France. Et il faut le mettre en valeur. Et donc, il nous a permis aussi d'aller à l'école. Donc déjà, c'est le travail, l'acharnement qu'ont eu mes parents, tes parents, pour nous permettre, tu vois, de nous mettre sur le train de la vie dans des conditions qui étaient meilleures que les leurs. Ouais. Premier point. Deuxième, c'est un peu dans toutes les références cinématographiques. Toi, moi, du coup, je te parlais de Malcolm X. Je te parle même des mangas, tu vois, ou même du cinéma, tu vois. Moi, c'est Son Goku, tu vois. T'avais quoi comme manga plus jeune ? Dragon Ball Z. Ok. Ah, on a la même référence. Dragon Ball Z, tu vois, Son Goku. Et donc, ça fait sourire. Et même là, actuellement, tu vois, je regarde encore des mangas. Tu prends Naruto. L'histoire de Naruto, elle est hyper intéressante, tu vois, c'est même sur les notions de solidarité, d'acharnement, de travail, d'humilité. Et donc, tu dis, en fait, tu vas puiser tes références. Moi, c'était le rap. C'est-à-dire, j'avais aussi mon cousin qui était rappeur, paix à son âme, qui s'appelait Hassan, et qui était aussi, qui était à Paris. Et donc, toi aussi, dans le monde du rap, tu vois, tu prenais IAM, moi, c'était la Funky Family, c'était IAM, Né sous la même étoile, Mystère et Suspense, tu vois, donc c'est aussi les référentiels rap, culture populaire, entre guillemets, ou culture, j'aime pas ce mot, urbaine, parce qu'il a été beaucoup employé, mais je me suis, on va dire, inspiré de mon environnement. Donc, c'est mes parents, c'est mes amis, c'est aussi ce que je pouvais voir à la télé, tu vois. Mais t'as pas de figure, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Du coup, c'est plus dans ce qui est autour de toi, mais t'as pas une figure vraiment, genre quelqu'un qui a entrepris, quelqu'un que tu t'es pas dit, putain, son parcours est canon, faut que je fasse comme lui. Non, parce qu'à l'époque, c'était pas beaucoup mis en avant. Non, c'est-à-dire là, en plus, voilà, là, ça l'est beaucoup plus avec les réseaux sociaux, avec des médias aussi pour les concerner entre guillemets. Nous, à l'époque, c'était pas mis en avant, tu vois. J'ai découvert par la suite. Mais après toi, je t'ai cité Malcolm X. Après, un autre grand sportif, moi, c'est Mohamed Ali. On a encore du boulot côté diversité, tu le disais. Tu ressens aujourd'hui que c'est encore un peu on est en 2025, c'est encore un peu une vitrine, parfois beaucoup. Dis-moi. Toi, pour moi, les diversités, parce qu'en fait, elles sont plurielles. Toi, on va beaucoup axer sur la race. Et on peut dire, est-ce que la race, ça existe ou pas ? En tout cas, il y a des identités qui sont construites. Toi, moi, je suis ancré sur mes différentes origines. Donc, je suis français et je suis algérien. J'ai la double nationalité. Les diversités, pour moi, c'est une nécessité. C'est-à-dire, en fait, on ne devrait même pas se poser la question, et on pourra aussi en discuter de ce qui se passe outre-Atlantique, mais
on est encore à l'étape 1, on va pas se mentir. C'est-à-dire, il y a des politiques qui sont mises en place, c'est louable, mais on va pas assez loin. On n'est pas assez radical sur le sujet. Je pense qu'il faudrait faire plus là, plus fort. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et justement, c'est-à-dire casser certains biais, ne pas avoir peur de certains mots qui sont tabous. Toi, on parlait de c'est quoi être blanc, le privilège blanc, la mécanique du privilège blanc. Du coup, c'est un super livre aussi que je vous conseille. Mais toi, c'est déjà se décomplexer par rapport à ça, parce qu'il y a aussi des sujets qui ne sont pas portés par les concernés. Mais en même temps, les non-concernés doivent aussi porter le sujet. Et donc, il faut qu'on ait ces alliés-là, et il faut qu'on arrive à déconstruire et se décomplexer par rapport à ça. Sinon, on va pas y arriver, en fait. Est-ce que tu penses que nous, du coup, on a eu notre parcours à notre époque avec ce qu'on avait et tout. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un jeune qui nous ressemble, il a un chemin qui est plus facile ou tu penses qu'il a les mêmes barrières? Je pense qu'il a les mêmes barrières et après, il a des moyens qui sont différents. Okay. C'est-à-dire, on a quand même, et encore une fois, je vais employer plein de termes et des choses qui se peuvent être un peu tabous. Tu vois. Pour moi, il y a quand même un racisme systémique, en fait, en France. Je n'ai pas peur de le dire. C'est qu'il y a quand même beaucoup de barrières qui sont mises à l'entrée sur une catégorie identifiée qui ont beaucoup plus de mal à trouver du travail pour que leur CV soit considéré. Quand tu vois aussi que un arabe ou un noir a 20 fois plus de chances de se faire contrôler, qu'il y a aussi un racisme d'atmosphère même dans les médias, tu vois, que tout est concentré sur certaines personnes, et du coup, ça n'est pas dans les bonnes conditions en fait pour pouvoir s'épanouir. Donc peut-être que les moyens sont différents, l'accès à la culture, c'est aussi peut-être plus facile de monter une boîte, peut-être que les chemins sont aussi différents, et donc pas uniquement le salariat, mais aussi l'entrepreneuriat, mais tu as quand même des barrières qui sont les mêmes. De en fait quelle image ces personnes elles renvoient et qu'on va pas les considérer pour qui elles sont, pour les compétences qu'elles ont, mais des fois des considérations de ok, cette personne elle vient du 93 ou elle vient des quartiers nord de Marseille ou d'une cité minière de la France. Tu as quand même pas mal de barrières pour pouvoir déjà accéder à soit à la fac, soit à l'université, soit à des grandes écoles. Je vais retourner aussi dans le passé, et un truc aussi qui m'avait profondément choqué, c'était par rapport à mon frère. Il avait des super notes, il avait postulé du coup pour aller à l'université, il n'a pas été pris. Et à l'inverse, tu as une personne qui s'appelait Parachid, qui avait un autre prénom, et qui du coup avait des moins bonnes notes et qui lui a été pris. Et donc ça te marque. Maintenant, avec les nouvelles générations, tu dis quand même, ils ont peut-être des modèles d'inspiration qui sont beaucoup plus visibles qu'avant. Donc peut-être que ça peut aussi les impacter, et donc aussi tout le travail, parce qu'on parle de moi, mais je veux aussi saluer tout le travail que toi tu mets en place. Et c'est là où je dis on a aussi une responsabilité de les accompagner. Donc je dirais pas que c'est plus facile, je dirais que c'est différent, qu'il y a peut-être des nouvelles barrières qu'ils ont, mais ils sont peut-être un peu plus outillés que nous on l'était à l'époque. C'est vrai que nous à l'époque c'était pas la même, il n'y avait pas de podcast enlève ta casquette. Bon, tu parlais du rôle des médias, c'est un rôle effectivement qui est très important, c'est ton domaine à toi, c'est ton secteur d'activité. Est-ce que toi, et c'est un secteur surtout où tu as quand même vachement de tendances et tout, toi tu sens que tu as dû, que parfois ça a été dur entre tes valeurs à toi et les choix que tu devais faire dans ton travail? Il y a des moments où c'est dur pour toi ou pas? Quand tu prends par exemple la direction que prennent les nouvelles plateformes sociales aux États-Unis, qui sont en train de totalement faire une marche arrière sur les sujets de diversité, d'équité et d'inclusion, tu travailles avec ces plateformes. Ouais. Et donc tu te dis en fait c'est peut-être pas aussi aligné avec toi l'ambition ou l'impact que tu veux avoir. Maintenant tu es dans le monde du travail, tu es aussi des fois tu es dans le compromis. Tu dois être aussi un peu dans le compromis, et donc il faut aussi trouver toi le bon équilibre entre peut-être des fois la revendication, et je pense que c'est hyper important, entre la douceur et la radicalité. Okay. Je pense qu'il faut naviguer entre les deux. Vraiment, la radicalité, pour moi, elle n'est pas négative, parce que des mouvements de lutte ont eu gain de cause aussi grâce à la radicalité et grâce aussi à la douceur. Mais par moment, oui, tu peux te dire, vu la direction qui est prise, en fait, est-ce que tu continues à travailler avec ces plateformes? Maintenant, il y a un ancrage qui est global, qui part de là-bas. Tu as aussi après la manière dont c'est implémenté au niveau local. Mais ouais, c'est comment en fait tu peux composer avec certaines plateformes qui peuvent avoir des impacts qui peuvent être aussi bien négatifs que positifs.
tu prends l'impact qu'a les réseaux sociaux sur les nouvelles générations, qui peut nous enfermer dans des bulles, qui peut causer des troubles de l'attention, avec aussi toi, se dire oui, moi j'ai plus envie de faire un métier, j'ai envie d'être un influenceur ou créateur de contenu, sensibiliser aussi sur ces sujets-là, l'impact aussi que peut avoir ces plateformes sociales, donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, c'est tout le travail de pédagogie, d'éducation qu'on doit faire pour justement accompagner ces nouvelles générations, parce qu'à un moment, voilà, elles vont devoir aussi aller sur le monde du travail. Et c'est peut-être là, tu vois, le main challenge qu'on a par rapport à l'impact qu'ont les nouvelles plateformes, par exemple. Ça veut dire du coup, nous aussi, faire des compromis, parfois. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, dans le monde de oui, on travaille quand même, donc il faut pouvoir avancer. Avec ses valeurs, c'est mieux, bien évidemment, sûr. Mais... Bien sûr, après, si moi, je me suis quand même imposé une règle, si j'estime que ça franchit la ligne rouge, tu vois, je me poserai des réelles questions. Pour le moment, c'est pas le cas. Tu l'as ou pas? Enfin, tu l'as en tête, tu sais c'est quoi ta ligne rouge? Je sais c'est quoi, je le garde pour moi, mais dis-nous. Mais je sais c'est quoi. Déjà, je me suis quand même imposé mes propres valeurs. Et donc, pour le moment, je touche du bois, je sais pas si c'est du bois, mais voilà. Mais de toute façon, le monde du travail est fait du compromis. Bien sûr. Parce qu'on est dans des relations humaines, on a des visions qui sont différentes, et je veux dire même que la confrontation, elle est saine. De la confrontation peut naître des super idées et des nouvelles convictions. Donc le débat, se confronter aux gens, pour moi c'est hyper important, c'est hyper sain en réalité. Si tu devais donner un conseil à ton Nabil plus jeune, quand lui il est arrivé à Sciences Po, pour mieux gérer justement cette histoire d'identité, tu lui dirais quoi? On va revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Le Nabil qui est rentré à... Celui qui est rentré à Sciences Po. Celui qui est rentré à Sciences Po. Et qui du coup pour la première fois est confronté vraiment fort à cette espèce de rupture. Qu'est-ce que tu lui dis? Non, je lui fais pareil, t'es un bon. Ah ouais? Non, je dirais d'être un peu plus ouvert peut-être. Ça, c'est un moment, j'ai pris du temps en fait. À m'ouvrir sur... j'étais un peu en sécurité, rester avec les gens un peu qui se ressemblent. Mais toi, plonger dans l'inconnu, c'est douloureux, tu vois. C'est-à-dire, tu n'as pas les mêmes référentiels, tu te confrontes aux gens, quel regard ils vont avoir par rapport à toi. On parlait un peu de la culture dominante où le référentiel que tu n'avais pas forcément se décomplexait par rapport à ça. Mais je vais te dire, en fait, la vie, c'est un long chemin. Il y a des obstacles. Et en fait, ça permet en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont permis de mieux me connaître. Et donc, s'ouvrir encore plus auprès des gens pour apprendre à mieux se connaître, tu vois. Et là, tu vois, même en discutant avec toi, je ressasse des éléments de mon passé. Et donc, je fais un peu l'effort d'aller vers les autres. Mais en même temps, aussi trouver la bonne distance. Parce que c'est une charge mentale, en fait, tu vois, d'adresser par aussi les sujets d'identité, etc. Et je ne suis pas là, en fait, pour éduquer tout le monde. Parce que je ne suis pas conférencier. C'est dur, hein? C'est dur. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Hein, mais non, mais au bout d'un moment, vraiment... Non, mais tu as une charge mentale, tu as une charge raciale qui est hyper importante. Mais c'est trouver aussi la bonne distance. Se protéger, mais en même temps, ne pas être auto-centré sur soi, tu vois. Et même là, ce podcast, il est hyper intéressant. Et donc, on va vraiment aller dans la profondeur d'un parcours. Mais en fait, il ne faut pas sortir d'une démarche... En fait, ce n'est pas qu'une démarche individuelle. Et aussi reprendre un peu de la hauteur, et c'est là où toute la sociologie elle est hyper importante. Des sociologues, en fait, c'est eux en fait qui vont nous permettre vraiment de prendre le pouls de la société. Et des sociologues qui sont hyper bons et que je vous conseille, comme Marwan Mohamed par exemple, qui est un super sociologue, qui nous permet par exemple de comprendre pourquoi il y a des rixes dans les quartiers et sortir un peu du bon dos, tu vois, sur certaines chaînes d'infos. Et donc c'est hyper important en fait de prendre la hauteur et investiguer et pas se dire ok, c'est comme ça que ça se passe. Non, il y a des raisons qui sont un peu plus profondes et qui s'inscrivent dans un héritage qui est long en fait. L'histoire de France, elle est longue en fait. Elle s'inscrit aussi dans l'impérialisme, le colonialisme, etc. Et ça demande du temps aux gens de s'instruire et se déconstruire par rapport à ça, tu vois. Nabil, est-ce que toi, tu as une question à me poser? Si j'ai une question à te poser, par rapport à ton parcours, toi, qu'est-ce qui t'a pesé, qu'est-ce qui t'a impacté de manière positive ou négative? Moi, j'ai ce truc depuis que je suis jeune. Moi, j'ai été élevé par ma maman, seule, qui a fait beaucoup, beaucoup de boulot pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Et j'ai un peu ce truc que peut-être tu as eu aussi, mais ce devoir d'excellence. Un vrai sujet. Constant. C'est-à-dire que ma mère comprenait pas
merci ni lire ni écrire. Mais elle connaissait les notes. Elle savait les notes. Et si j'avais pas des bonnes notes, je savais que j'allais pas passer un bon moment. Ma mère, elle savait pas lire et écrire, mais elle savait si oui ou non il y avait un mot dans mon carnet qui n'avait pas été écrit par moi, tu vois. Et plus j'avançais comme ça, plus je sentais cette espèce de pression d'être tout le temps bon, de par le droit à l'erreur, quoi qu'il arrive, tu dois être meilleur, tu dois être bon, parce qu'en fait, on t'attend au tournant, toujours. Et j'ai vraiment ce truc, moi, qui m'a pesé, et je crois que d'ailleurs, qui me pèse encore aujourd'hui. Au moment où je te le dis, je pense que ça me pèse encore aujourd'hui. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, ça? Et je le ressens encore. Et c'est un vrai sujet, et du coup, c'est hyper intéressant. Tu parlais de devoir, d'exigence, d'excellence, et donc tu te dis en fait déjà tu as fait 2-3 fois plus, et donc tu dois continuer même quand tu arrives dans ce monde du travail, parce qu'en fait dans ton logiciel, ça s'arrête jamais. Tu es comme ça en fait. Et en fait c'est comment on arrive à justement se mettre à jour et se dire en fait tu as le droit à la maladresse, tu as le droit à l'erreur, tu n'es pas parfait. Mais en même temps, tu vois, tu as aussi certaines personnes qui t'attendent, comme tu l'as dit, au tournant. Mais c'est un peu, malheureusement, c'est ancré en nous, parce que tu vois, quand tu passes d'un milieu social par rapport à un autre, et moi je dis toujours, par exemple, d'autres termes que j'aime pas trop, transfuge de classe, je déteste ce mot. Peut-être qu'il avait une utilité avant, mais maintenant bon, détester, c'est peut-être un mot fort. Je me suis emballé, tu vois. Mais quand même, pourquoi j'aime pas trop ce mot? Parce que c'est-à-dire, en fait, tu t'arraches une classe sociale pour aller dans une autre, alors qu'en fait, on te renverra toujours à ta classe sociale ou à tes origines. Maintenant, moi, je me définis plus comme un caméléon social, ou une personne qui va mouvoir en fonction des différents milieux. Mais en fait, tu peux pas oublier d'où tu viens. Parce que pour savoir qui tu es, tu dois aussi en fait refaire ton introspection. Et en réalité, on va pas se mentir. Tu quittes jamais ta classe sociale de départ. On va te la renvoyer tôt ou tard, et moi, on me l'a renvoyé à plusieurs reprises. Et même quand tu vois, mais tu te dis, tu vois, même dans notre enfance, et même quand j'étais encore à Sciences Po, tu vois, tu te promènes dans le 7e arrondissement, on te regarde un peu de manière bizarre. Des contrôles aux faciès, j'en ai eu même quand j'étais à Sciences Po Paris, et même quand tu prends tu vois, position sur certains sujets, quand il y a eu les élections législatives. Du coup, moi, j'ai co-signé une tribune contre l'extrême droite, et j'avais pas peur de signer comme l'extrême droite, mais c'est aussi un peu compliqué de prendre la parole sur ces sujets-là. Et en fait, tu as une charge mentale qui est puissante derrière. Et après, c'est aussi l'impact de certains mots que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Tu vois, moi, j'en ai eu des menaces de mort, des insultes. Avec ce que tu poses du coup sur Insta, notamment par rapport à la tribune que j'ai pu co-signer. Et donc, tu te retrouves en fait à avoir des insultes. T'es pas à ta place. Mais vous, les Arabes, vous avez pris notre place. Et moi, je dis, en fait, je suis français. Je suis là, je suis bien ancré. Tu vois, moi, j'ai une phrase de Médine. Et je vais juste la reprendre. J'ai pris mon portable pour être sûr de pas l'oublier, tu vois. Mais tu vois, moi, je suis enraciné à ma manière. Je vous embrasse avec la langue de Molière. J'ai des origines et j'en suis fier. C'est les mêmes que le fer de la Tour Eiffel. Magnifique. Tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, la double culture, pour moi, elle est hyper importante. Mais tu as quand même, tu te dis, ce droit à l'erreur, ce droit à la maladresse que tu n'as pas forcément. Et quand tu prends position sur tes sujets, tout de suite, toi, en tant que personne racisée, et tout de suite, tu vas te prendre un torrent de haine. Et c'est pour ça que je dis, en fait, on n'est pas la seule solution. C'est hyper important quand même, parce qu'on est les premières concernées pour prendre ces sujets-là, et qu'on arrive justement à décomplexer les personnes qui nous ressemblent sur « t'as le droit d'être pas bon en fait par moment ». Parce que toi, c'est une charge hyper importante d'être tout le temps se dire, comme un athlète sportif, tu prends Kylian Mbappé et il n'est pas tout le temps bon. Il a des passes qui sont bonnes et qui sont mauvaises. Mais c'est vrai que nous, on est un peu conditionnés parce que tout petit, on te dit, en fait, tu vas rester dans ton quartier, il faut que tu fasses 2-3 fois plus, il faut que tu sois irréprochable. Donc moi, je milite pour le droit à ne pas être irréprochable en fait. C'est hyper important pour avoir des sas de respiration. Tu vois. Sinon, tu ne tiens pas en fait sur la durée. Ouais, c'est clair. Bon, on arrive gentiment vers la fin. On a déjà beaucoup parlé. Très cool. Navin, ma dernière question. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire enlever sa casquette? Ouais, en fait, enlever sa casquette, c'est être conscient de qui on est, de trouver son ancrage et de ne pas se trahir. Parce que
à un moment, tôt ou tard, ça nous revient et tu vas cogiter aussi dessus. Donc pour moi, enlever sa casquette, c'est montrer son vrai visage. Ce sera notre phrase de fin. T'as un dernier truc que tu vas ajouter avant qu'on se quitte ? Non. Juste merci pour l'invitation. Merci aussi à toi. Les partenaires qui sont derrière la caméra. Mais je pense que c'est d'utilité publique de pouvoir adresser ces sujets, de libérer la parole, même si c'est pas facile. Et dire aussi, voilà, c'est-à-dire des fois on est aussi complexé sur la manière dont on va raconter les choses. Et donc moi j'ai en fait raconté de la manière dont vous voulez en fait, parce que c'est peut-être que ça va pas. En fait, il faut vraiment qu'on se décomplexe par rapport à ça. C'est dommage parce que la phrase de fin elle était magnifique. Je vais la redire en guise de conclusion, mais je pense que c'est quand même hyper important parce que des personnes ont peur de prendre la parole, ont peur d'écrire des choses parce qu'ils se disent en fait est-ce que j'écris bien ou pas. Dans la mesure du possible, il faut éviter d'essayer de faire des fautes. Mais moi, j'ai vraiment envie de décomplexer par rapport à ça. À Sciences Po, je faisais des fautes. Des fois, j'écris des mails, j'essaie de me reprendre, etc. Mais en fait, il faut pas avoir peur en fait, d'être qui on est. Et aussi, tu vois, prenez le droit à la bienveillance. Tu vois. Et enlever ma casquette, c'est montrer son visage. Tu vois. Nabil, mille merci vraiment pour cet échange hyper sans tabou, sans langue de bois. J'ai vraiment kiffé que tu sois mon invité aujourd'hui. J'en profite, comme tu le dis, pour remercier nos partenaires sur ce podcast. Donc, on a BNP Paribas et Cadre Emploi qui m'ont apporté leur soutien pour pouvoir le lancer. Donc, évidemment, merci à eux. Les amis, un immense merci évidemment d'avoir suivi ce podcast. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, je compte sur vous pour liker, commenter, bref, donner de la force au maximum. Et je vous dis à très vite.